L'interprété, l'autre est grand monde, faut te dire bonjour, ma tel, bonjour, ma tel. Si tu pas assis sans dire bonjour, d'abord, même si maman en a fait veille, ou pas ni doit passer assis pour pas dire bonjour. Parce que si vous tombez, faut y ramasser, même si fâché maman. Mais allez, l'idée est qu'à dire pas dire bonjour, ou pas besoin de fâcher maman, ni pas envie de dire bonjour, il pas dire bonjour, point. Là. Alors, le vieillissement de la population en Guadeloupe, de quoi s'agit-il? Il s'agit tout simplement du fait qu'il y a des flux migratoires, des personnes qui quittent le département, donc les jeunes qui font se former, ne reviennent pas pour certains, ou alors reviennent à l'âge de la retraite. L'autre circuit, ce sont le circuit des personnes qui ont quitté la Guadeloupe il y a 50 ans, 40 ans, 30 ans, et qui reviennent à l'âge de la retraite. Ces deux flux-là, il faut ajouter également deux phénomènes. Le taux de natalité qui a baissé considérablement. On est passé de 2,5 enfants par femme dans les années 2000 à aujourd'hui à peu près 1,9 voire beaucoup moins. Donc aujourd'hui on est à peu près à 74 ans pour les hommes et 78 ans pour les femmes. Au point qu'effectivement le département français qui sera le plus vieux à l'horizon 2030 sera le département guadeloupéen. Qu'est-ce que ça implique en urbanisme? Eh bien, ça implique effectivement la repensée de nos politiques publiques et aussi de la question des équipements, de la planification et de l'aménagement du territoire. Comment en fait on distribue l'espace entre zones naturelles, zones agricoles et zones résidentielles? Vous pensez bien que lorsqu'on a une population de seniors, une population vieillie, on ne va pas dimensionner les zones à urbaniser, les zones urbaines, de la même façon qu'on l'aurait fait si on a une population beaucoup plus jeune et plus active. Comment on intègre ce vieillissement de la population dans le cadre de planification? Selon les populations qu'on identifie, eh bien effectivement, on va se dire, mais tiens, il est opportun qu'on mette une certaine proportion de services de proximité, de commerce de proximité, même au niveau des équipements, c'est-à-dire est-il opportun de mettre un stade, une piscine olympique? Il y a des territoires qui ont une vision fine de ces enjeux, de ces bassins, etc. Mais il faut reconnaître aussi qu'il y a des disparités et que tout le territoire n'est pas couvert en matière d'observation. Alors partant de ce constat-là et partant des questions de planification et d'aménagement, on ne mesure pas combien effectivement le fait que des personnes ne peuvent pas se mouvoir comme ils veulent dans l'espace, eh bien ça a un impact économique. Ce sont des personnes qui ne peuvent pas consommer. Et puis en termes de solutions, mais il y a des communes qui ont vraiment eu des approches très diverses, et je pense notamment à la commune du Moule, lors de l'événement du cyclone Hugo en 1989. C'est du côté de Petitance, où on s'est dit, tiens, on va garder une enveloppe créole en termes de typologie architecturale, mais on va la coupler avec de la domotique. On s'est dit, mais il y a aussi des personnes qui ont un certain portefeuille, et qui sont des seniors, et qui peuvent vouloir accéder à des services, du luxe, etc. Et du coup, c'est une autre approche. Sauf qu'il faut comprendre qu'en dehors du technique, il faut aller à la base. Et la base, c'est quoi? C'est que on avait des populations avec une similarité de valeurs, une similarité de corporation. Je pense à Darboussier, tout le monde va à l'usine, la même fatigue, les mêmes soucis, les mêmes enjeux, le même avenir, le même horizon. Donc on a l'attitude, on a la légitimité au sein du LACOU à donner un avis sur l'éducation de l'enfant. Parce qu'effectivement, on souffre ensemble, on vit ensemble, on mange ensemble. Et on peut parler de souffrance parce que la souffrance, elle est où? Certaines personnes, dans le cadre de la rénovation urbaine, se demandaient, basiquement, c'est des témoignages qu'on peut avoir, on disait oui, en bien vépati de l'arrêt là, mais est-ce qu'un était à côté à voisinant? Et parfois, des promesses sont prises, bien sûr, oui, ok, au voisinat, pas de problème. C'est très compliqué de la remettre à côté de sa voisine et on a des drames humains. Il y a des personnes elles ont quitté leur case traditionnelle où elles ont leur repère, elles ont leur voisine, elles ont leur champ. Une fois qu'elles sont arrivées en EHPAD ou un appartement, tout simplement, même avec la domotique, tout ce que vous voulez. Donc, il y a une souffrance et on doit le prendre en compte de manière plus globale dans le cadre de nos politiques publiques. Le problème qui se pose à propos du logement des personnes âgées, c'est que la plupart, c'est-à-dire 57% globalement, elles sont propriétaires en général d'un très grand logement. Les personnes âgées, et souvent ce sont des femmes, n'ont plus forcément les moyens d'entretenir ces maisons. Il y a des aides effectivement, mais qui sont insuffisantes pour réparer et mettre à niveau des logements qui font des fois 200 mètres carrés et plus. Pour le moment, ce qui marche bien, ce sont les modèles qui sont entrepris par le département, la sécurité sociale et la région, c'est de financer, je dirais, le minimum qui permette à la personne âgée de rester chez elle. C'est-à-dire que ça va être l'adaptation du plan de la maison, l'entrée, comment rentrer, sortir de sa maison en fauteuil, etc. Voilà, donc c'est l'essentiel pour maintenir la personne à domicile.
Le problème, c'est qu'avec la vie actuelle, ces gens sont souvent seuls dans cette maison. Donc il se pose aussi le problème de la nuit, le problème de la gestion des chutes, de l'isolement. En fait, cette solution, elle a le mérite d'exister, mais socialement en tout cas, ce n'est pas suffisant. L'autre modèle qui existe, c'est l'EHPAD, qui est une solution, mais pour des gens qui ont quand même des moyens. Un séjour dans un centre, c'est globalement entre 1 700 € et 3 000, 3 500 €. Quand on a 450, 500 € de retraite, ce n'est pas possible. Donc l'apport complémentaire qui doit être fait par les enfants, soit il est possible, soit il n'est pas possible parce que les enfants ne sont pas forcément dans une situation plus aisée. Il y a eu en 2018-2019 un plan logement outre-mer qui est très intéressant parce que c'est globalement la première fois qu'on interrogeait largement les outre-mer sur les problèmes qu'ils ont par rapport au logement, ceux des personnes âgées, qui avait retenu 2 pistes. La première piste, c'était de payer quelqu'un pour assurer la cohésion sociale, c'est-à-dire faire sortir les gens, aller les visiter, leur dire est-ce que je peux faire vos courses, est-ce que l'assistante sociale est passée. Il faut accompagner ces gens qui sont chacun dans un logement individuel, qui sont à peu près dans la même tranche d'âge, mais qui sont tout seuls, chacun dans leur logement. Il n'y a pas de vie sociale. La deuxième piste, c'était de réaliser une enquête sur les difficultés qu'il y avait à créer des pensions de famille. La pension de famille, c'est un très bon exemple, c'est certainement ce qu'il va falloir faire en Guadeloupe, mais l'idée du ministère, c'est d'aller un peu plus loin, c'est de trouver des porteurs de projets, privés ou publics, qui vont créer ce qu'on appelle des pensions de famille. C'est en fait de créer une forme d'habitat inclusif. Alors, qu'est-ce qu'ils entendent par inclusion? C'est-à-dire prendre en compte effectivement des personnes âgées isolées. Il y a des gens qui n'ont pas de descendants, des gens qui sortent de prison. C'est-à-dire que tous les gens qui ont des difficultés parce qu'ils ont eu des accidents dans la vie, qui n'ont pas des retraites suffisantes, trouver le moyen de les mettre ensemble. Mais aussi, il y a un deuxième modèle qui est proposé, c'est de faire une pension de famille intergénérationnelle. Ça me paraît 2 solutions très bien adaptées sur le territoire. L'autre piste qui me paraît la plus équilibrée, c'est la colocation entre personnes âgées. Le fait de recréer une communauté avec des gens qui ont les mêmes soucis, les mêmes problèmes, etc., ça devient une aventure humaine et ça leur redonne du peps pour continuer à vivre et à faire des choses. Je pense tout particulièrement qu'il est temps qu'on change un petit peu, qu'on fasse évoluer le regard que l'on porte sur ces personnes-là. C'est un regard qui est construit à partir de critères très traditionnels. Et je crois qu'il est temps qu'on change de paradigme. Parce que les personnes qui sont aujourd'hui à la retraite, ce sont des gens qui abordent une étape de leur vie avec un récit de vie, un récit culturel. Et ce sont des gens qui arrivent là avec des projets. Et si je prends mon exemple, j'ai quitté mon boulot à 60 ans, j'ai 80 ans. Donc ça fait 20 ans. J'ai un projet de vie et maintenant, justement, préparer sa retraite, c'est préparer ce projet de vie. Alors qu'aujourd'hui, les gens se marient, recommencent une vie sentimentale. Et je ne sais pas si vous le savez, mais en fait, quand on regarde les chiffres de Bobigny, par exemple, on se rend compte que ce sont plus les seniors qui demandent le divorce que des jeunes. Moi, j'ai fait partie du CODEPAC, du conseil départemental, etc. On met en place des programmes. Ces programmes sont mis en place par des personnes très jeunes. Et à aucun moment, justement, on interroge les seniors sur leurs besoins. Et dans les seniors, comme vous avez dit, il y a des gens qui ont eu des responsabilités sociales, politiques, associatives, professionnelles. Vous avez des gens qui ont des revenus divers. Vous avez aussi les seniors handicapés. Vous retrouvez exactement les mêmes catégories dans cette population. Toutes ces personnes-là arrivent, je l'avais dit, avec un récit, mais avec aussi des connaissances patrimoniales énormes. Et c'est très important pour moi d'utiliser tout ce savoir-là parce que, comme dirait le proverbe africain, une personne âgée qui meurt, c'est une bibliothèque qui disparaît. Et que fait-on de tout ce savoir, surtout dans des régions comme les nôtres? Maintenir le lien social, garder son autonomie le plus longtemps possible, il faut que l'environnement réponde à ces injonctions, alors que l'environnement ne répond pas. Dernièrement, nous avons vu un grand article sur le logement social qui n'est pas adapté à la personne vieillissante. Vous avez un transport qui n'est pas
au top en Guadeloupe. On habite Trois-Rivières, on veut aller voir sa bonne copine qui est hospitalisée à Bouillante, on ne peut pas. Les trottoirs des centres-villes, les gens ont peur de sortir parce qu'ils ont peur de se casser le col du fémur. Et les gens l'expriment en ce sens. Vous avez par exemple les toilettes. Les personnes âgées, on a une petite vessie un petit peu plus fragile, on a eu des problèmes de prostate, etc. Où sont les toilettes en bonne et due forme, correctes? Vous avez par exemple les banques, les services publics, je ne sais pas pourquoi, on voit de moins en moins de sièges, alors qu'il faudrait mettre un petit salon d'accueil. Comment voulez-vous que les personnes arrivent là, il n'y a nulle part pour s'asseoir en attendant son tour? Mais c'est autant de freins qui ne permettent pas à ces personnes-là d'utiliser cette autonomie, de la maintenir, de même que vous avez des prix réduits pour les étudiants. Pourquoi ne pas mettre un prix aussi, réduction pour les personnes âgées? Donc vous voyez, l'autonomie, ça ne se dit pas comme ça parce qu'il faut que les conditions soient remplies pour permettre à ces personnes de vivre correctement cet âge-là.